En 2009, le protocole informatique Bitcoin voit le jour. Il s'agit d'une monnaie uniquement numérique, qui n'existe que dans le cyberespace, et que l'on peut s'échanger directement entre utilisateurs, comme on le ferait avec des pièces de monnaie. À peine 10 ans plus tard, on dénombre plus de 2000 autres crypto-monnaies de ce type, toutes plus ou moins inspirées du protocole Bitcoin. Le fonctionnement est assez simple. De la même façon que l'on se procure des dollars, des livres sterling ou des euros, il suffit d'acheter une certaine somme de crypto-monnaies et on peut alors régler dans cette devise auprès de tous ceux qui l'acceptent. La particularité, c'est que les transactions se passent sur Internet, pas dans les banques, et qu'elles sont enregistrées dans des grands livres de compte en ligne que tout le monde peut consulter, les fameuses blockchains. Mais avant d'aller plus loin, une question essentielle se pose. Pourquoi ? D'où vient le projet Bitcoin ? Pourquoi un tel projet ? Quelle était l'idée de départ ? Connaître l'intention initiale qui a donné vie à Bitcoin permet de mieux comprendre à quoi a été destiné ce projet et quels bienfaits les utilisateurs sont censés en retirer. Alors je me suis immergé dans la cryptosphère. Pour en apprendre davantage, je suis allé au contact d'utilisateurs, de vulgarisateurs, de promoteurs de ces crypto-monnaies, mais aussi de chercheurs qui étudient ce phénomène. Ce mot de protocole, on a rappelé avec Adli dans notre livre qu'il était présent dans la langue française depuis très longtemps. Il est déjà dans le dictionnaire de Furetière. Il vient du grec ancien. Et pour les gens, protocole, souvent le premier sens auquel ils pensent, c'est le chef du protocole à l'Élysée, le monsieur qui sait comment on doit traiter les souverains étrangers, quelles sont les bonnes façons, comment se montrer parfaitement bien élevé et délicat avec ses interlocuteurs. Et c'est un sens qui existe. Et puis pour les informaticiens, un protocole, c'est une façon de communiquer. Et en fait, quand on y réfléchit quelques instants, on s'aperçoit que c'est le même sens. C'est comment communiquer ? Il y a un protocole dont tout le monde se sert sans en avoir bien conscience, c'est ABCDEF. Ça me permet aussi de répondre à la question qui est souvent posée, c'est mais finalement Bitcoin appartient à qui ? Je dis Bitcoin n'appartient à personne, c'est un protocole et son usage est libre, de même que personne ne vous a jamais demandé de droit d'auteur quand vous vous servez des lettres ABCD que nous ont laissées gratuitement les Phéniciens. Bitcoin est un protocole de transfert. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas un protocole de publication, comme l'Internet, ou de communication, comme les emails. C'est un protocole de transfert. L'idée du protocole Bitcoin, c'est de transférer. De transférer quoi ? Des bitcoins. On va transférer des jetons, on dit token en anglais, intrinsèque, c'est-à-dire qu'on va créer un livre comme si on avait pris une reliure spirale, fait un livre Jacques, un livre Rémi, puis échanger des bâtons ou échanger des billes dans la cour de récréation. Nous, on va échanger notre propre unité de compte. Donc une crypto-monnaie, c'est avant tout un protocole qui permet de créer des objets uniques sur le réseau et non duplicables. D'accord. Aujourd'hui, on n'avait sur Internet aucun outil sans avoir recours à un tiers qui nous permettait, lorsqu'on envoie quelque chose au travers le réseau, que ce soit un document, que ce soit une information, de ne pas la dupliquer. J'envoie un email, vous avez l'email, j'ai l'email. La crypto-monnaie,
c'est un protocole qui résout ce problème. C'est un protocole qui permet d'avoir quelque chose d'unique. Et si je vous envoie une unité, Bitcoin par exemple, vous avez cette unité et vous pouvez être sûr que moi je ne l'ai plus et que je ne l'ai pas envoyé à quelqu'un d'autre. Une crypto-monnaie finalement c'est assez simple. C'est la résultante d'un protocole, donc d'un protocole d'échange décentralisé. Le jeton, donc la monnaie, le token, arrive après le protocole. C'est-à-dire qu'au d'abord, on a un protocole avec du code, on a donc un ensemble de règles qui va définir comment les échanges vont avoir lieu, comment le réseau va se structurer. Et après ça, on va avoir l'émission d'un jeton qui va être définie par le protocole. C'est-à-dire que dans Bitcoin, finalement, on a d'abord le code de Bitcoin, puis après, un ensemble de personnes, ou une seule personne au début, font tourner le code, et finalement, des bitcoins sont engendrés par le fait qu'on fasse tourner le code. Donc le plus important finalement c'est le protocole qui va engendrer des crypto-monnaies. Et donc ces crypto-monnaies, ces cybermonnaies comme le recommande la terminologie française, ces cybermonnaies sont finalement juste des tokens, donc des jetons au sein de ces réseaux-là. Et donc ces jetons sont non duplicables, c'est ça la force de ces réseaux, de ces protocoles, c'est d'avoir réussi à faire dans le cyberespace un bien numérique, donc intangible, dématérialisé, qui soit non duplicable. Donc là, on arrive à avoir des jetons qu'on va s'échanger, qui vont avoir des noms particuliers. Dans le cadre de Bitcoin, peut-être par manque d'imagination ou peut-être par manque de projection, ça s'appelle le Bitcoin. C'est-à-dire qu'on a le Bitcoin avec un grand B qui est le protocole et le Bitcoin avec un petit b qui est la monnaie, finalement l'étalon, le nom du jeton. Mais ça pourrait être un tout autre nom, comme dans Ethereum, où finalement on a Ethereum qui est le protocole et les Ethers qui sont les jetons. Et la blockchain dans tout ça? Le fameux registre distribué, la base de données décentralisée. Ce grand livre de comptes accessible à tous et dont les transactions qu'il contient sont indélébiles et infalsifiables. Voilà ce qu'on nous présente comme étant la technologie véritablement intéressante derrière les crypto-monnaies. Non sans diaboliser au passage ces crypto-monnaies, auxquelles on nie d'ailleurs le statut de monnaie, au point de les avoir renommées cryptoactifs. C'est un glissement de sens qui interpelle. D'un côté, l'essor des blockchains semble positif, car leur fonctionnement holacratique rompt de fait avec la structure pyramidale et centralisée. Mais d'un autre côté, on est en droit de s'interroger. Est-ce que ce sont vraiment les idées de décentralisation, de désintermédiation et d'horizontalité qui font recette? Ou assiste-t-on plutôt à la réappropriation opportuniste d'une technologie que l'on cherche à amputer de sa dimension monétaire? Bitcoin souffrait d'une image, comme on lit souvent dans la presse, sulfureuse. Il y a eu plusieurs types d'attaques. Au départ, c'est c'est une monnaie que pour... on oublie tous les techniciens qui travaillent dessus, qui développent ce protocole, et on dit, non, c'est une monnaie qui ne sert que sur le dark web. Donc à partir de là, les banques et les États ont commencé à essayer de voir s'ils pouvaient l'interdire. Ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas interdire Bitcoin. Donc ils ont commencé à dire, pendant que la communauté Bitcoin est en train de dire « oubliez Bitcoin la monnaie, pensez à Bitcoin le protocole ». Et Bitcoin avec un grand B, Bitcoin avec un petit b, finalement ça marchait mal. Donc finalement on a commencé à appeler le protocole qui permettait à Bitcoin de fonctionner la blockchain. L'usage actuellement, c'est un peu une métonymie finalement, c'est dire blockchain et les gens entendent le protocole, enfin tout ce qu'il y a derrière, c'est un peu tout. C'est un fourre-tout, c'est en même temps le protocole, la base de données, les crypto-monnaies, c'est un peu un fourre-tout. Les banques, via surtout Brightmaster, qui commençait à monter, elle de son côté, un système de registre distribué pour les opérateurs bancaires, a commencé à dire « oubliez Bitcoin ». Regardez la blockchain. Et c'est la blockchain qui est révolutionnaire, et voilà comment on va vous économiser des coûts pour vous les banques, comment on va vous éviter d'avoir des data centers redondés dans plusieurs bunkers, et comment on va pouvoir maintenant, aujourd'hui, avoir un registre distribué qui va nous permettre de regarder quelles sont les transactions en cours. Un premier avantage, c'est de disrupter les chambres de compensation. C'est-à-dire, la compensation interbancaire va pouvoir être simplifiée puisqu'on aura une vue en temps réel de l'état du réseau. Et donc ça, c'est supposé faire économiser des millions de dollars aux banques. Ce qu'il y a d'intéressant dans Bitcoin, c'est l'ensemble. Toute
des articulations du truc tendant à vous faire penser qu'il y aurait une bonne et une mauvaise partie de la chose est une tentative de démontage ou de récupération. Le mot blockchain, historiquement, n'apparaît que quelques semaines après la publication du papier de Satoshi Nakamoto, pour décrire le chaînage des blocs. Ça, c'est une trouvaille qui existait avant l'apparition de Bitcoin. Bitcoin, c'est pas une invention, c'est pas une technologie, c'est un agencement. Beaucoup de choses existaient 5 ans, 10 ans, parfois 20 ans avant 2008, qui ont été utilisées dans un agencement absolument prodigieux par l'inventeur Satoshi Nakamoto. Et donc on vous dit, non, ce qu'il y a d'intéressant, c'est cette partie-là ou cette partie-là. Bon, j'ai envie de dire, c'est comme l'artichaut. Si on commence il va y en avoir plein l'assiette, ça ne ressemblera plus à rien. Et puis, dire la blockchain, c'est ce qui est intéressant, ça risque de vous amener à penser que c'est ce registre dans lequel on écrit qui est intéressant. Et donc, imaginez Bitcoin comme un protocole d'écriture. On vous dit, c'est un grand livre dans lequel tout le monde peut écrire. Oui, un peu, mais ce n'est pas ça qui est central. Parce que finalement, on va vous dire que ce qui est prodigieux, c'est la base de données distribuée, laquelle existait bien avant Bitcoin et ne crée pas une révolution en elle-même. Le cœur du truc, c'est quand même un protocole de transfert de pair à pair. Si on parle de protocole, tout devient simple. C'est-à-dire qu'un protocole, c'est un ensemble de règles, et cet ensemble de règles va utiliser certaines technologies, donc certains autres protocoles finalement. Donc le protocole Internet, le protocole peer-to-peer, la cryptographie asymétrique, et un système de chaînage de blocs, cryptographique également. C'est juste un élément du protocole, finalement, une brique élémentaire de ces protocoles-là. Donc c'est pour ça que, finalement, c'est la brique qu'on voit, parce que c'est la brique qui est lisible. Donc c'est pour ça qu'on se centre là-dessus. C'est le seul truc qu'on peut voir. Personne ne lit le code des protocoles. On dit il y a telle règle, mais on ne lit pas le code des protocoles. On utilise des applications, et dans ces applications, on a des sommes et on va les envoyer. Ou on va inscrire un message, ou on va faire quelque chose avec ces applications, mais finalement, ce qu'on voit, c'est uniquement la chaîne. C'est-à-dire que quand on veut vérifier que son paiement est bien fait, on va voir la blockchain. Et donc, je pense que cette confusion, elle vient un peu de là, et du fait que l'objet visible, c'est la blockchain. L'objet qu'on parcourt, c'est la blockchain. Dire Bitcoin, c'est une sottise, qui compte, c'est que la technologie qui est derrière, et puis servir de cette technologie pour faire autre chose, c'est ce que je dis parfois, c'est comme le chausse-pied. On peut manger la soupe avec le chausse-pied. Si le chausse-pied est assez concave et que la soupe est assez compacte, ça va. Mais globalement, c'est pas fait pour ça, c'est pas terrible. Se servir de la technologie blockchain, si les gens veulent l'appeler comme ça, alors que ce soit pas très, très adéquat, si les gens veulent se servir des protocoles d'échange décentralisés sur des registres distribués validés par une proof of work, pour faire du transfert de valeur, mais feel free. Faites-le en euros, faites-le en roubles, faites-le en dollars. Et ça rendra service. Passage du Grand Cerf, dans le 2e arrondissement de Paris. Également appelé le Bitcoin Boulevard, c'est l'un des rares endroits où l'on peut régler ses achats en Bitcoin. On est tous réunis ce soir pour fêter le premier anniversaire du Bitcoin Boulevard. Ça va faire presque maintenant 1 an qu'on a mis en fait l'initiative en place au sein du Passage. C'est un référencement au même titre que les moyens de paiement qu'on a qui sont classiques, comme les cartes bleues avec Amex, JCB, etc., qui nous permettent d'avoir une visibilité puis de drainer une clientèle un petit peu plus pointue qui s'intéresse en fait aux crypto-monnaies. Et c'est d'ailleurs l'intérêt pour les crypto-monnaies qui a rempli la salle d'un public curieux et désireux d'en apprendre plus sur ce moyen de paiement. C'est décentralisé, c'est très rapide, il n'y a pas de frais bancaires. En tant que commerçant, c'est plus qu'appréciable. Le mode de paiement reste un petit peu anecdotique encore. Je pense que c'est une question aussi de mœurs. C'est pas encore rentré dans les mœurs du grand public de payer en Bitcoin. Pour l'instant, tant que le Bitcoin monte, les gens sont plus là en train d'attendre et de regarder pour faire des plus-values, etc. Donc, tant qu'il est aussi haut, je pense que ça limite en fait les transactions. Pour ma part, moi, dans le magasin, j'ai répertorié 24 transactions.
C'est plutôt en fait une clientèle étrangère, on va dire américaine, asiatique et africaine. Il y a un panel qui est assez large en fait. Quant aux Français, en ce qui me concerne, pas trop. Yann, merci. Merci d'avoir fait l'effort d'introduire le Bitcoin dans le passage du Grand Cerf. Tous les gens que nous, on voit tous les jours à la maison du Bitcoin et qui viennent acheter des crypto-monnaies, c'est des gens qui, comme tu disais, pour la plupart, veulent investir dans le Bitcoin. Mais si ça reste qu'un produit d'investissement, si ça reste qu'un produit de spéculation, au final, sur le long terme, on n'y arrivera pas. Et donc, en démarrant la machine, en étant un pionnier de l'utilisation du Bitcoin, tu permets vraiment aux gens de démocratiser cette monnaie et d'aller au-delà de cet aspect spéculatif pour vraiment commencer à pouvoir l'utiliser en tant que véritable moyen de paiement au quotidien. Et donc pour ça, merci. Pour nous, le cercle du coin, on a mené un certain nombre d'initiatives très différentes pour essayer d'intéresser de façon concrète et simple les publics les plus divers. Le cercle du coin, on est aujourd'hui 85 membres, dont 25 entreprises et 60 particuliers dans 5 ou 6 pays et sur un grand nombre de fuseaux horaires, puisqu'on va jusqu'à Tahiti où on a un membre. L'un de nos points de foi les plus absolus, c'est qu'une monnaie, c'est aussi une communauté. Bitcoin, c'est technologie et communauté, et le cercle du coin est très attentif à cet aspect communautaire des choses, et au-delà même du communautaire, au convivial, ce qui conduit évidemment immédiatement au coup à boire et au plaisir d'engager des discussions et d'échanger autour de ça. La loi de Metcalfe considère que la valeur d'un réseau croît comme le carré de son nombre d'utilisateurs. Les crypto-monnaies, en tant qu'organisation en réseau, ont donc besoin que leur communauté d'usagers se développe. Mais cette communauté, cette cryptosphère, de qui est-elle peuplée ? Votre compétence. Ouais, beaucoup intérieur, ça nous a, on fait un peu d'ancrage sur Bitcoin par contre. On a fait ça il y a à peu près 2 ans. Bientôt on va faire l'anniversaire de Qui est la communauté des bitcoiners dans un pays, dans l'autre, ou au plan international, est intéressant. La France n'est pas forcément le meilleur pays pour se poser la question, parce que la communauté Bitcoin est assez limitée, mais elle est intéressante à observer. Il y a des gens qui ont des trajets très différents, il y a des gens qui ont des opinions politiques très différentes. Quand on parle de politique, certains tombent un peu de leur chaise en disant « Ah bon, on n'est pas tous les mêmes ». Par des critères d'âge, j'ai envie de dire c'est forcément une monnaie plus pour geeks et pour jeunes, mais pas uniquement. On peut souffrir d'un relatif déséquilibre entre genres, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de filles et de dames qui s'intéressent au Bitcoin, mais ça vient. Qui sont les bitcoiners français ? Moi, c'est des gens curieux. La première des qualités qu'il faut avoir pour s'intéresser au Bitcoin, c'est de ne pas être rigide sur ce qu'on a appris quand on était petit ou dans les premières années d'expérience professionnelle. Si on en reste à l'idée qu'une monnaie s'est émise par la Banque centrale, on n'atteindra jamais le chapitre 2. Donc c'est vrai que quand je vois les bitcoiners, je vois des gens qui sont souvent originaux, qui ont souvent eu une vie, 2 vies, qui ont un trajet intellectuel qui n'est pas celui de Monsieur Tout-le-Monde. Après, il y a des choses qui sont claires. On voit un certain poids des joueurs de poker, clairement. Il y a d'autres choses qui sautent moins aux yeux. Par exemple, le poids des musiciens. Un nombre anormalement élevé, statistiquement, de personnes qui s'intéressent au Bitcoin sont des gens qui se sont intéressés à la musique numérique, à la musique électronique. Je fréquente cette communauté, notamment la communauté du premier cercle des bitcoiners, notamment à Paris, puis j'en ai aussi rencontré à Toulouse et à Strasbourg via des meet-up. Je m'aperçois que cette communauté de premier cercle, d'abord c'est une communauté, donc en tant que c'est une micro-société qui est intéressante à écouter, et avec lesquelles il est intéressant de bien sûr d'échanger et de s'entretenir autour de leurs activités, de comment ils s'y prennent, de pourquoi ils s'y sont intéressés, etc. Donc le phénomène social, il existe déjà au sein
de cette micro-communauté qui est la première finalement à avoir développé techniquement et d'être le premier utilisateur. Donc ce qu'on appelle un peu des publics récursifs, c'est-à-dire un peu comme Internet a été inventé, les premiers finalement informaticiens qui se sont servis de ce réseau et les universitaires, ils ont inventé le mail, ils ont inventé tout un ensemble de services, mais c'en étaient les premiers utilisateurs. Donc c'était des publics qui développaient un peu pour eux-mêmes, pour leurs propres besoins. D'où bien sûr la façon dont Internet a d'abord été utilisé pour échanger tout simplement du savoir, principalement. Et donc là, on retrouve dans cette micro-société ce public un peu récursif parce que c'est d'abord des développeurs, en plus et ensuite il y a des premiers utilisateurs, soit parce qu'ils vont miner, donc ils vont rentrer dans la communauté Bitcoin parce qu'ils vont miner, donc ils se disent tiens je peux faire de l'argent avec mon ordinateur, comme ils disent, soit parce que justement ils ont commencé à trader, à créer de la valeur. Il y a aussi dans les premiers cercles, il y a les joueurs de poker aussi qui avaient de l'argent à placer, puis trader c'est un jeu quoi. Donc ils se sont amusés aussi avec autour de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Donc il y a un premier cercle qui socialement est assez intéressant à observer. Globalement, ça se développe. Pour le moment, c'est quelques millions de personnes qui en ont dans le monde. Combien, on ne sait pas. Au moment de la rédaction du livre, avec Adli, on en avait parlé, moi je disais 1 à 2 millions, en recoupant tout un tas d'informations. On est probablement quelque part entre 5 et 10 millions d'usagers du Bitcoin, quelques dizaines de milliers de commerçants dans le monde, dont certains qui sont des réseaux importants. Mais là, il faudra aller au Japon. Au Japon, il est clair que les gens s'en servent. Dans des pays qui sont technophiles comme le Japon, comme Israël, certains États américains, il y a un véritable usage. En France, l'usage est beaucoup plus limité. C'est une spéculation financière. Mais après, ça vient. Là, pour moi, la limite actuelle de Bitcoin, c'est la taille de sa communauté, nombre d'usagers et nombre de commerçants. Honnêtement, si tu veux manger en Bitcoin dans Paris, dans un restaurant, il n'y en a pas 12. Voilà, c'est un tout petit pays, on va dire. Il y a une espèce de codage sociopolitique qui fait d'eux des anti-étatistes, etc. Alors d'abord, il faut dire que la communauté, elle n'est pas très homogène idéologiquement. C'est assez varié, on peut trouver justement un peu des libertariens, mais en France, c'est plutôt ce qu'on appelle un nanar de droite, donc qui peut être ultra-libéral, mais c'est beaucoup moins, beaucoup moins structuré qu'on peut l'avoir aux États-Unis, mais il y a, qu'il y a certains qui vont se revendiquer. Il y a des anards qui viennent typiquement justement du monde de la crypto anarchiste, etc. Donc ils sont plutôt dans ce qu'on appelle l'anarchisme de tradition de gauche, tradition historique. Et puis sinon c'est vrai, il y a avoir un peu un mainstream un peu libéral, mais bon, c'est pas complètement homogène. Ce réseau communautaire, il se manifeste par, dans Bitcoin, il se manifeste par une prévalence de Bitcoin. Les gens aiment Bitcoin, pensent Bitcoin, se représentent Bitcoin, avec des meet-up tout autour du monde, des forums, un logo, même des représentations communes. Enfin, c'est vraiment une communauté pour le coup, au sens large, presque une langue. Faites débarquer quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Bitcoin à un repas du coin, il va être perdu. Mais avec vraiment un ensemble de symboles communs, un ensemble de choses communes. D'ailleurs, il va falloir les réinventer, ces symboles-là. Quels sont les nouveaux symboles de l'argent? Quels seront les nouveaux symboles de l'argent? Et là, avec Bitcoin, on réinvente aussi du symbole, quoi. Et c'est le fait d'inventer du symbole, ça passe aussi par la communauté, ça passe aussi par le partage de valeurs. Initialement, Bitcoin est un projet monétaire, une alternative aux monnaies conventionnelles comme le dollar ou l'euro. Une monnaie numérique et programmable qui permet de contourner le modèle économique actuel, considéré comme beaucoup trop coercitif et liberticide, et de s'affranchir de la surveillance et du contrôle des banques sur la monnaie. Bitcoin propose un fonctionnement décentralisé, plus horizontal, plus égalitaire, plus consensuel, plus libre aussi, en accord avec les idéaux d'indépendance du cyberespace et du manifeste de la crypto-anarchie. Donc un crypto-anarchiste, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui croit en la cryptographie, en la vie privée et en l'anarchie. Donc ces gens-là, c'est des gens qui ont des convictions fortes face à l'horizontalité
C'est des gens qui vont croire en la vie privée et qui considèrent que c'est une des vertus très importantes pour que la société humaine se passe bien. C'est des gens qui vont avant tout mettre en avant l'aspect sécuritaire de la vie privée, notamment online, et qui vont donc chiffrer leurs conversations, faire attention à ce qu'ils déposent en ligne, ce genre de choses. Et bien sûr se méfier de l'État, parce que l'État, dans cette considération-là, dans tout ce qui est surveillance, dans tout ce qui est online, est forcément peut devenir un danger très fort s'il commence à espionner tout le monde et si les gens ne se protègent pas. Les crypto-anarchistes sont dans une idée d'être sur un modèle avec le moins d'État possible, voire pas du tout, mais des règles tout de même, parce que l'anarchie, c'est les règles sans le pouvoir. Hein. C'est pas l'anarchie au sens, hélas, courant, qui est de dire c'est le bordel, quoi. C'est le chaos. Non, l'anarchie, c'est les règles sans le pouvoir. Et Bitcoin, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Bitcoin, c'est les règles sans le pouvoir. C'est-à-dire que c'est un ensemble de règles, c'est un protocole, sauf que le pouvoir, il est pas centralisé. Donc c'est exactement ça. Mais ce qui est amusant, c'est que Bitcoin est en même temps la Constitution et la police. C'est-à-dire qu'on a les règles qui sont décidées par le consensus et on a l'application des règles qui sont décidées par le consensus, vu que les deux sont régis par le protocole. Donc voilà, on a vraiment cette idée-là au cœur de Bitcoin, et c'est pas pour rien qu'il naît justement sur une mailing list de cryptographes, plutôt crypto-anarchistes. Les cypherpunks et les crypto-anarchistes sont des groupes qui vont apparaître dans les années 80, en fait, qui vont apparaître sur des canaux IRC. Ils ne veulent pas qu'un État ou une grande corporation puisse, d'un trait de plume, supprimer un compte bancaire, supprimer l'identité d'une personne, nous sortir de l'histoire. Et donc, ils vont développer des outils permettant de protéger d'une certaine manière la vie des gens. La raison pour laquelle on a créé Bitcoin comme il a été créé, c'est pour être résistant à la censure et pour que personne ne puisse empêcher une personne d'envoyer une pièce à une autre personne. C'est de la même façon que quand on a construit Internet, on a voulu quelque chose de redondant, qu'il n'y ait pas de point névralgique dans le réseau, puisque à la base c'était ARPANET, c'était la structure ARPANET, qui était faite pour que, en cas d'attaque sur un territoire, on puisse avoir de façon complètement redondante l'ensemble des données. D'accord ? Bitcoin est décentralisé de la même façon. C'est-à-dire que si c'est coupé dans un pays, ça continuera dans un autre pays. Et tant qu'il y a 2 ordinateurs qui font tourner le protocole, on aura la capacité de suivre l'historique de la chaîne. De façon moins sécurisée, certainement, mais on pourra toujours avoir cet historique. Quand vous voyez l'un des grands textes de cette culture, qui est le manifeste d'indépendance de l'Internet de 1997, on a envie de dire les pauvres gens. Ils n'avaient pas du tout imaginé ce que serait le Patriot Act ou ce qu'est aujourd'hui la surveillance par les pouvoirs publics, et encore si c'était par les pouvoirs publics. Jusqu'où est-ce qu'on peut dire que quand la NSA nous surveille, ce sont les pouvoirs publics américains? On voit bien que d'une certaine façon ça échappe même, puisque le malheureux monsieur Trump est le premier à être espionné, que nos dirigeants européens sont espionnés et qu'il y a probablement au-dessus des dirigeants démocratiquement élus une surcouche de services secrets qui se sont dans la pratique abstraits de toutes les décences démocratiques. Néanmoins, dans l'état où cette surveillance s'exerçait en 1997, elle était déjà intolérable à un certain nombre d'esprits libres. Il n'y a pas de demi-mesure. Internet, la question qu'on s'est posée au début, c'est est-ce qu'on laisse tout le monde avoir accès à Internet? Est-ce qu'on laisse tout le monde publier sur Internet? Vous vous rendez pas compte? Tout le monde peut mettre des fausses informations. Tout le monde peut mettre des contenus complètement illégaux. Donc on a eu des attaques sur Internet, sur les raisons de censurer Internet, sur le pédoporn, sur les néo-nazis, donc Internet, les gens qui ont créé Internet se sont pris tout type d'attaques au début, qui sont similaires à celles qu'on se prend sur Bitcoin et le blanchiment d'argent, sur Bitcoin et le terrorisme. On a eu exactement les mêmes attaques. Il n'y a pas de... Soit on fait un réseau complètement libre et accessible à tous, soit on ne le fait pas. À partir du moment où on décide de le faire, finalement, on se rend compte qu'au début, on a beaucoup d'attaques des gouvernements qui essaient de se protéger eux, mais que finalement, c'est pas si mal utilisé que ça, et que on arrive à avoir des outils formidables de communication, de transfert et de transfert de valeur.
Les crypto-anarchistes ont à cœur de défendre la liberté sur Internet. Et ce combat de l'Internet libre et de la protection de la vie privée passe par la lutte contre la surveillance de masse généralisée. Car cette surveillance se développe nécessairement aux dépens des libertés individuelles, a fortiori quand elles se mettent en place sans consultation démocratique. Accumulation de big data, objets connectés, mesures sécuritaires, antiterroristes et antifraude, tout est prétexte à contrôler l'individu, à s'immiscer dans sa vie privée et, in fine, à réduire son libre arbitre et ses libertés. Partant de ce constat, les crypto-anarchistes ont développé et mis à disposition des outils pour regagner un peu de liberté perdue. Quoi d'étonnant que ce combat contre la surveillance passe par l'anonymat ou le pseudonymat, par le droit à l'oubli et à la discrétion. Et quoi d'étonnant que l'autorité qui a imposé ces lois liberticides vilipende et diabolise ceux qui cherchent à s'en affranchir. Bon, c'est pas un hasard si Bitcoin naît un peu dans cette période où finalement il y a un combat contre ce flicage, contre la surveillance, parce qu'actuellement il y a une dissymétrie totale d'autorisation de la discrétion. Dire qu'on est en train de nous dire que l'État, lui, du secret d'État, il y en a de plus en plus, mais par contre nous on ne va plus avoir droit au secret, alors que c'est quasiment c'est presque noir sur blanc sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à la vie privée, quoi. Et là on est en train de presque le perdre quand le maire de Londres veut interdire le chiffrement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est dire vous n'avez plus le droit d'être protégé. Nous vous protégeons. Sauf que d'accord, peut-être que l'état de droit assure une certaine partie de la protection, mais enlever la vie privée, c'est pas assurer de la protection. C'est fliquer, c'est de la surveillance. Si demain l'État dit vous n'avez plus le droit d'envoyer des lettres avec une enveloppe, mais tout le monde serait dans la rue. Parce que c'est un truc qui semble normal de pouvoir protéger son courrier. Mais finalement, un courrier non chiffré, c'est la même chose. Un mail non chiffré, c'est la même chose. Et si on interdit le chiffrement, en fait, on interdit juste d'avoir des enveloppes. Et on interdit le fait de pouvoir conserver un secret à quelqu'un. Et en plus, c'est totalement inefficace. Parce que la masse de données à analyser fait qu'il y a trop de faux positifs et on ne peut pas détecter des choses problématiques ou très très peu grâce à ça. On sait que c'est l'infiltration qui marche avant tout et pas le flicage de masse. Et donc, on a clairement un problème avec ça. Il y a vraiment un mouvement des États qui veut aller vers cette surveillance. Et si ce n'est pas les États, c'est les sociétés privées, telles Google, etc. Il faut bien voir que quand on parle de surveillance, il n'y a pas que la surveillance par la police, il y a la surveillance par l'État, la police, le marketing. Et le marketing, il veut tout savoir de toi. Donc le marchand de fruits et légumes, qui une fois va te rajouter un fruit en disant « tiens, ça me fait plaisir », il ne sait pas ton nom. Celui qui sait ton nom, en réalité, c'est pourtant kikiné. Alors tu ne peux pas aller chez But et t'acheter un matelas de place sans qu'on te demande ton email. Le lendemain, tout Internet sait que tu t'es mis en couple. Mais quel rapport humain ça a créé? Aucun. On se sait surveiller de plus en plus. Donc il y a des choses qu'on s'interdit de refaire par avance et qui ne seraient pas un crime. Et celui qui se protège, il devient suspect. Actuellement, quelqu'un qui ne sort pas sur Google déclenche directement un drapeau rouge. C'est bizarre, ce mec-là n'est pas sur Google. Quelqu'un qui chiffre peut être considéré comme suspect. Parce que tout le monde ne chiffre pas. La norme, c'est de ne pas chiffrer. Donc s'il chiffre, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Alors que la norme, la privacy, la vie privée, elle doit être by design, elle doit être par défaut. La vie privée, la discrétion doit être par défaut. Et le fait d'être public doit être un choix, mais pas l'inverse. On considère que payer de façon anonyme, c'est déjà mettre le pied dans un mécanisme criminel. C'est difficile parce que vous êtes tout de suite inhibé par le fait qu'on vous dit tu soutiens Daesh, des folies, des arguments atroces. C'est très difficile de dire non, il n'y a pas de... il faut être un peu courageux, les attentats, on va vivre avec, c'est pas Bitcoin qui les permet. Si tant est qu'il y en ait un, après, regardez, Koulibaly, il s'est payé sa sulfateuse avec un crédit du Cofidis. Donc, à la limite, ça peut faire rire si tant est qu'il soit permis de rire de ce genre de choses. Mais, fondamentalement, est-ce que vouloir se débarrasser d'un flicage permanent
c'est mettre en danger l'état de droit ou c'est le servir, là on est dans des matières qui sont pas faciles, et clairement les bitcoiners aiment la liberté. Voilà. On a été alerté plus d'une fois par les lanceurs d'alerte comme Snowden ou Assange. Eux, ce qu'ils font, c'est juste remettre l'équilibre. J'ai accès à ces données, mais je les dévoile parce que finalement, l'État abuse de moi, mais moi, je ne peux pas abuser de lui. Donc soyons équilibrés et ayons les mêmes accès aux données. Et si tout le monde a du secret, tout le monde est content. C'est juste, en fait, c'est un peu ça le calcul de Snowden ou Assange. C'est pas dire, c'est pas uniquement emmerder les gens, quoi. Emmerder les États. C'est avant tout dire, on a un problème en termes de surveillance, on a un problème de dissymétrie d'information et il doit être rétabli. Donc après, forcément, ça passe par un combat politique dans leur cas. Moi, je pars du principe que tout le monde est de bonne foi. Snowden est de bonne foi, et les gens qui considèrent que Snowden est un traître sont peut-être de bonne foi. Il faut monter une marche, il faut essayer de voir le paysage. C'est quoi la République française? C'est quoi les États-Unis d'Amérique? Est-ce que c'est simplement la défense d'une position de puissance, auquel cas, oui, Snowden est un traître? Ou est-ce que c'est un idéal de liberté, auquel cas, il a probablement rendu service, comme un certain nombre de coups de pied au cul peuvent rendre service, parce qu'il y a des moments où il faut revenir aux fondamentaux, et les fondamentaux de la République française, les fondamentaux des États-Unis d'Amérique, c'est pas ça. Mais au-delà de ça, il y a un problème même sur la définition de la façon dont on veut vivre ensemble. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, la monnaie, c'est pas qu'une monnaie, c'est pas simplement un instrument d'échange, c'est une façon de faire société. Et la façon de faire société, centralisée, hiérarchique, autoritaire, de surveillance, il y a quelques citoyens qui n'aiment pas ça. Mais alors socialement, quelle place occupent les crypto-monnaies? Quels avantages, quels bienfaits peut-on retirer de ce cash numérique, de cette monnaie d'Internet? Se poser ces questions revient à comprendre le phénomène crypto comme inscrit dans l'usage d'Internet. Ce sont les mêmes valeurs qui sont défendues, les mêmes idéaux d'indépendance du cyberespace, de décentralisation, de neutralité du net et de respect de la vie privée. Ces idéaux s'appliquent aussi bien à l'Internet de l'information qu'à l'Internet de la valeur. Les crypto-monnaies, la façon dont justement elles se définissent comme des technologies qui sont résistantes à la censure, qui sont justement soucieuses de la vie privée et qui s'inscrivent dans l'histoire en fait de cette histoire du réseau Internet décentralisé de communication, évidemment, ça m'a intéressée tout de suite. Et donc, voilà, dans cette longue suite de recherches que j'ai menée sur toutes ces questions, ça m'a paru être ce que j'appelle un fait technique social total, c'est-à-dire que vous avez à la fois des éléments, bien sûr, économiques, financiers, mais des éléments sociaux, et ça a des aspects sur la culture. Il y a des usages culturels qui sont drôlement intéressants, parce que justement, ça réouvre le dossier culture et numérique, ça réinvente, c'est la suite de l'Internet, mais rétributif, et en plus qui réinvente quand même une façon malgré tout d'avoir des transactions économiques autour de la culture. C'est-à-dire c'est tout ce qu'on a essayé de trouver autour du micro-paiement, PayPal, etc. Tu l'as aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des graffeurs, il y a eu une expo il n'y a pas longtemps où tu pouvais payer en Ethereum, et puis tu as des graffeurs aujourd'hui qui mettent, ou même des youtubeurs qui mettent leurs clés pour recevoir de l'argent, comme toi aussi. Donc il y a toute une microéconomie de la culture qui se met en place. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est ce qu'a permis Internet, c'est d'avoir cette rencontre directe avec l'artiste et un public dont il ne se défend pas, comme dans le modèle justement de la propriété intellectuelle, parce qu'il faut demander l'autorisation. Mais on peut imaginer des smart contracts où l'auteur, un peu comme dans les Creative Commons, explique comment il veut voir son œuvre utilisée ou pas. Donc c'est quand même la suite de cet Internet de la culture que bien sûr évidemment les gouvernements et les majors et les industries culturelles ont toujours essayé de saper. Donc là, je trouve que c'est une façon de poursuivre cette histoire et cette lutte, en fait, qui existe depuis Napster, en fait.
Voilà, et donc à ce titre, c'est vraiment un fait technique, social, total, où tous les éléments d'une société sont présents au même moment. Donc c'est vraiment le moment incontournable pour qui s'intéresse à l'histoire d'Internet et de ses usages. On ne peut absolument pas passer à côté voilà, de ce phénomène. On ne voit souvent que, par exemple dans le Bitcoin, que la dimension financière, spéculative, etc. Et peu, pour l'instant, se sont intéressés finalement à ceux qui font vivre le Bitcoin, lui donnent de sa valeur et puis en vivent. Et donc là, il y a tout un usage que j'appelle de finance vivrière qui s'invente et qui est assez peu vu parce que personne n'imagine en effet que ce ne sont pas que des financiers et des traders plus ou moins professionnels ou des développeurs qui font la communauté Bitcoin et qui font la valeur du Bitcoin. Là, ce qui s'invente dans l'économie numérique autour des crypto-monnaies, c'est justement cette finance vivrière, la capacité de créer ses propres moyens d'existence. Une question que je pose souvent comme ça, dans ces rencontres, dans les meet-up, de façon un peu informelle, c'est comment tu es rentré finalement dans les crypto-monnaies. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est suite à des ruptures soit professionnelles, c'est-à-dire des moments où finalement on passe d'un emploi à un autre, on n'a plus d'emploi et on a du temps, parce qu'il faut beaucoup de temps en fait pour s'intéresser. D'abord, c'est assez compliqué techniquement, il y a une veille à établir, et puis trader, ça prend du temps. Voilà, si on veut faire de l'argent avec... c'est d'ailleurs un métier, un trading. donc voilà, et quand on le fait en amateur, ça suppose du temps. Et donc, ça tombe souvent quand on est à un moment de rupture professionnelle, personnelle, voilà, des gens qui ont eu des problèmes personnels et puis qui se sont mis à avoir, par exemple, besoin d'argent. J'ai fini mon contrat de travail en fait, et puis j'avais un peu de temps, et puis étant geek, développeur, je me suis intéressé au blockchain, en fait, ni plus ni moins. Et puis ce coup, je connaissais Bitcoin, Ethereum, mais je savais pas qu'il y avait un monde entier qui était derrière. Et je me suis complètement passionné pour ça. Et j'ai commencé avec 10 € en fait, à trader un petit peu. J'avais 2-3 contacts, machin. Enfin, j'ai pris 2-3 contacts. Puis tiens, mais sur ça, machin. Et puis 3 jours après, j'avais 15 €. Et puis ainsi de suite. Et puis au fur et à mesure, ça a monté. Étant un bon gros geek, je me suis dit, vas-y, je vais commencer à miner. Donc j'ai commencé à monter ma première bécane avec des cartes graphiques, 2 cartes graphiques. Puis j'ai commencé à miner du Monero. Et puis au fur et à mesure, voilà, c'est monté. J'avais aussi un problème par rapport à mon handicap, au Pôle emploi, la CAF, la Sécu et tout. J'ai pas pu débloquer mes droits, vraiment. En fait, j'ai jamais pu débloquer mes droits. Tout ça à cause d'une perte de dossier d'un côté, un document manquant de l'autre et tout ça. Et ce qui fait qu'en fait, la crypto, elle m'a permis quand même de vivre décemment, sans problème, voire même mieux qu'habituellement. Pour gagner de la thune avec la crypto, il y a plusieurs manières. Déjà, la plus connue, c'est le mining. Donc en gros, c'est la puissance de calcul de ton ordi qui sert pour le réseau et donc qui te rémunère en crypto. Après, tu as le staking. En fait, c'est un peu comme un livret A, sauf que tu as des taux d'intérêt vachement plus élevés. Sur le staking, tu as le masternode où en fait, c'est pareil, sauf que tu as un prix d'entrée, donc les rendements, ils sont vachement plus hauts. T'as le capacity que j'utilise aussi, donc en fait c'est la puissance de tes disques durs et t'as la capacité de tes disques durs qui est utilisée justement pour gagner de la crypto en fait. Et après bien sûr t'as le trading forcément qui permet aussi de maximiser les gains. En se dotant comme ça de moyens d'existence qu'ils créent par eux-mêmes, donc en étant dans cette création monétaire from scratch, par cet outil technique qui est justement, qui sont les blockchains, eh bien, je pense qu'aussi on pourrait dire que les bitcoiners et autres utilisateurs de crypto sont un peu des gens qui travaillent politiquement à un chantier qui est beaucoup plus finalement codé à gauche qui le revenu universel. Et donc, d'une certaine façon, ils sont quand même tous un peu anards et autonomes, sans le savoir, mais une autonomie qui est même plus qui n'est même plus contre l'État, qui est vraiment une autonomie au sens de ce qu'on peut appeler aussi la défection, c'est-à-dire c'est un peu comme si c'était tous des zadistes, parce qu'ils finalement ils sont en train de créer et ils sont en train de montrer que finalement il est possible de vivre en créant soi-même sa monnaie, en la minant, en la tradant au quotidien, en faisant son principal travail. Et donc on peut découpler ainsi finalement le travail et l'emploi et montrer qu'on peut s'inventer son propre travail et en vivre
parce que justement, il vous permet de créer votre propre moyen d'existence financière. Et là, c'est même pas ni libertarien ni anarchiste. On est vraiment dans ce qu'on appelle la politique de l'autonomie, donc les autonomes. Mais bon, c'est un surcodage un peu politique, mais malgré tout, si on est conséquent avec ce qui est en train de s'inventer là, c'est assez radical, voilà. Je veux avoir le contrôle de ce que je fais, de ce que je possède et tout ça. Je veux être un peu en dehors du système parce que le système, faut dire ce qui est. Il y a un contrôle étatique, il y a les banques et tout ça. On ne sait pas ce qui est fait, je vais dire, dans notre dos ou même sous nos yeux des fois. Qu'est-ce que la banque fait de mon argent? J'ai un nombre sur mon compte, ok, mais eux, derrière, qu'est-ce qu'ils en font? Peut-être ils se font des couilles en or tout simplement avec mon argent sans que je le sache, quoi. Alors que là, j'ai le contrôle sur mes adresses, sur mes portefeuilles, où je mets ma monnaie, comment je la gère. C'est moi qui suis ma propre banque en fait. Et ça, en termes financiers, il n'y a que la blockchain à l'heure actuelle qui me le permet. Je me sens un petit peu dépossédé de ma monnaie puisque je peux voter aujourd'hui pour des gens mais qui soit ne prennent pas le pouvoir, et quand bien même ils prennent le pouvoir, ils n'ont plus accès à la monnaie, puisque le banquier central est indépendant d'eux, et ça me laisse très insatisfait. Donc d'avoir des systèmes monétaires où directement je sais que j'ai un droit, j'ai le droit comme tout citoyen devrait avoir le droit de pouvoir définir ou pas un changement de règles, moi ça me plaît plutôt, et c'est ce genre de cadre collectif qui vient pour moi à revigorer l'espace de la démocratie. Ça nous permet de repenser la démocratie. On a un espace technique qui permet pédagogiquement à beaucoup de se réapproprier la question de la monnaie. Moi, c'est ça que j'aime déjà dans les crypto-monnaies, c'est que ça a permis à beaucoup de réfléchir à ce qui se passait dans les banques et dans les banques centrales. C'est pour moi une sacrée victoire. Et plus globalement encore, ça nous amène à nous penser en tant que collectif, en tant qu'individu inséré dans des collectifs, et comment on veut s'y inscrire, et quels droits on veut donner aux uns et aux autres sur nos vies comme nous-mêmes, quels droits on se donne sur la vie des autres. Et donc ça revigore, encore une fois, ce que j'appelle l'espace démocratique. Pour moi, c'est un peu une libération, justement, cette technologie blockchain. Je suis pas contre le système, je suis à côté du système. C'est-à-dire que le système, il fonctionne tel qu'il est. Moi, il me convient pas, je fais le mien. J'ai pas le droit au Pôle emploi, j'ai pas le droit au RSA, j'ai pas le droit à ci, j'ai pas le droit à là. Ben, je vis de crypto. Et je m'en fous, et ça marche. Et je veux dire, je vis très bien, j'ai même rarement aussi bien vécu. En plus, ça me permet d'avoir plus de temps pour ce que j'aime, par exemple faire des vidéos, se transmettre du savoir. La valeur travail n'a plus de corrélation avec la valeur argent. Et ça, c'est hyper important à comprendre. C'est-à-dire que tu peux gagner de l'argent sans rien faire, ou en faisant ce que t'aimes, ou en faisant autre chose. Si tu as envie de faire une sortie en famille et de gagner de l'argent, tu peux le faire parce que c'est ton PC qui bosse à ta place. Et ça, dans l'inconscient collectif, c'est encore délicat à comprendre, mais ça va arriver avec le futur. Enfin, je veux dire, on est dedans, ça va arriver au fur et à mesure, et les gens vont se mettre de plus en plus à s'intéresser, pas qu'au Bitcoin. Il y a d'autres monnaies, il y a d'autres trucs qui sont plus rentables, qui me permettent, moi, à l'heure actuelle, de vivre, tout simplement. Direction Orvaux, à côté de Nantes. Je suis allé à la rencontre du cofondateur et directeur de Big Block Data Center, la première entreprise industrielle de minage française. J'ai le privilège d'être l'un des tout premiers à visiter cette ancienne usine d'Alcatel, devenue maintenant une ferme de minage, dans laquelle plusieurs machines S9, des ordinateurs dédiés au calcul, sont d'ores et déjà installés. Je suis agriculteur à Meaux-dans-la-Rivière, donc en Loire-Atlantique. Je suis arrivé ici suite à une recherche de diversification, j'ai envie de dire, d'investissement. Donc j'ai entendu parler justement du Bitcoin, donc je m'y suis intéressé, j'ai assisté à quelques réunions, et pour finir par investir dans des machines pour miner du Bitcoin.
Les investissements, j'ai envie de dire, sont pas très élevés, sont abordables. Donc on a une possibilité de rentabilité annuelle que je trouve énorme. Et donc à partir de ce moment-là, donc moi j'estime pouvoir prendre le risque hein, sur des sommes modérées bien sûr, mais j'estime pouvoir prendre le risque. Après, je trouve aussi intéressant que l'utilisation derrière de ces bitcoins peut être intéressante socialement. On est tous ici avec une voire deux cartes bancaires avec 2 comptes, alors que des gens n'ont pas ça. Je pense qu'il y a au moins un tiers de la population mondiale qui n'a pas de compte bancaire. Donc c'est aussi leur donner la possibilité de pouvoir échanger des denrées, pouvoir échanger des produits, et sans forcément avoir besoin d'un compte bancaire. Et une autre raison qui me plaît, c'est de pouvoir aussi squeezer ce monde bancaire qui aujourd'hui, c'est bien vivre sur notre dos, quoi. Moi, j'ai vu arriver les crypto-monnaies comme un énorme soulagement parce qu'une possible alternative à un système financier qui ne fonctionne pas. Parce qu'on se souvient de la crise de 2008, elle nous a beaucoup impacté, mais depuis les années 70, il y a eu 135 crises dans le monde, 135 crises financières, dont 100 qu'on considère comme des crises majeures. C'est-à-dire que c'est des crises qui ont impacté le monde entier. C'est ce système permanent de crise cyclique qui fait qu'évidemment, on regarde Bitcoin avec beaucoup d'intérêt parce que c'est une alternative. C'est un système différent. Dans une ferme de minage, les machines installées servent à la fois à sécuriser le réseau et à créer de la nouvelle monnaie. Cette dépense d'énergie est ce qui s'appelle la preuve de travail, ou proof of work en anglais. C'est l'un des fondements qui permettent à la blockchain Bitcoin de fonctionner et de ne pas être piratée. Mais cette preuve de travail est souvent critiquée pour être trop énergivore. Non, Bitcoin n'est pas trop énergivore, ça ne veut rien dire trop énergivore. Dans ces cas-là, tout est trop énergivore. C'est une proposition d'alternative à un système financier qui, lui, est évidemment très énergivore, même si on dénonce pas le système bancaire pour être trop énergivore, a priori, hein, ça fonctionne, ça consomme de l'énergie, on trouve ça normal. On a besoin de Bitcoin, Bitcoin est en train de proposer une alternative, et l'architecture de ces systèmes-là, de ce système financier alternatif, lui aussi a un coût. Il sera peut-être 1000 fois inférieur à celui du système financier actuel, mais il aura un coût. Et en cela, il est tout à fait acceptable que ça consomme de l'électricité. C'est même ce qui fait la solidité de Bitcoin, le fait que le Bitcoin soit créé à partir de quelque chose, donc à partir de l'électricité. Les mineurs vont chercher de l'électricité pas chère, donc ils vont proposer aux compagnies électriques partout dans le monde d'aller chercher du kilowatt qui n'est pas consommé. Et de dire aux compagnies d'électricité, ce kilowatt que vous jetez, qui est vendu 0, on vous propose de l'acheter quelque chose. Ça sera toujours plus dans la poche des compagnies d'électricité que rien. Et cette dotation qu'on fait aux compagnies d'électricité, nous les mineurs, va leur permettre d'avoir des fonds pour pouvoir travailler à leur transition énergétique. Ça va leur permettre également de pouvoir monter sur des projets qui sont actuellement réputés déficitaires. Un exemple, j'ai un projet de créer une petite centrale électrique qui permettrait de générer 100 MW par an, par exemple. J'ai une demande industrielle dans la région qui est de 60 MW. J'ai 40 MW qui vont servir à rien. Donc ce projet, je ne le fais pas parce qu'il n'est pas rentable. J'ai un mineur qui arrive sur ce projet-là et qui dit « Moi, les 40 MW, je les prends, je les consomme et je les paye ». Ce projet va être financé, devenir rentable grâce à un mineur qui va être en capacité de m'apporter une grosse consommation électrique localisée à l'endroit de ma centrale à un moment donné, et pas forcément sur le très long terme. Si ma centrale d'un seul coup devient insuffisante pour fournir les activités industrielles et domestiques de la région, mon mineur s'en va et va sur une autre source d'énergie qui est excédentaire à un moment T. C'est ça le défi du minage aujourd'hui. En S9, c'est 3 cartes électroniques avec des puces ASIC collées dessus et une carte mère qui dirige tout ça. Ce matériel-là, il est à la disposition de tout le monde. On peut le regarder, le copier, le dupliquer, l'améliorer. C'est comme le protocole Bitcoin, c'est ouvert. Donc il y a une porte ouverte pour l'électronique française, il y a une porte ouverte pour l'énergie française, il y a tout un écosystème qui gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. Et à mon sens, ça serait vraiment dommage que la France passe à côté de cet écosystème-là. Et surtout, on se disqualifie totalement, parce que le pari, c'est que les crypto-monnaies, et le Bitcoin en particulier, gagnent la bataille. Et si c'est le cas dans 10 ans, si la France continue avec une attitude négative, voire suspicieuse, voire répressive par rapport à l'écosystème Bitcoin, on va être un pays totalement à la ramasse d'ici 10 ans.
La France a plein d'avantages, notamment on a des leaders sur le marché. On a une maison du Bitcoin à Paris, il n'y a pas beaucoup de capitales européennes qui peuvent se prévaloir de ça. On a Ledger, qui est quand même le leader du portefeuille offline en France. On a Paymium, qui a été une des premières banques européennes, si ce n'est pas la première. On a un mineur ici en France, donc Big Block. Donc on a pris de l'avance. Et maintenant, il faudrait qu'on ait un gouvernement un peu friendly, qui ne réagisse pas comme il réagisse actuellement, enfin en tout cas comme parle Bruno Le Maire, en étant que dans le négatif, dans la réaction à quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc nous, on ne se sent pas du tout demandeur vis-à-vis de la France. On est persuadé qu'on amène une opportunité incroyable à ce pays-là, et qu'on fait œuvre d'utilité publique et patriote. Effectivement, dans tout ce discours officiel, on voit bien qu'il y a un positionnement en termes d'intérêt du pouvoir qu'on a sur la monnaie et que si c'était amené à se développer, et comme c'est une organisation en réseau, ça va être compliqué. Si c'est amené à se développer, eh bien, effectivement, ça peut remettre sérieusement en cause ce monopole sur la monnaie. Derrière ça, on voit bien que il y a l'opposition, ou en tout cas le combat, qui est quand même un combat qui a traversé finalement toute l'histoire des monnaies, qui est le combat sur l'appropriation de la monnaie entre sphère publique d'un côté, pouvoir politique, et sphère privée de l'autre. Clairement, c'est une alternative radicale à l'ordre monétaire existant, et donc à un monopole et à un pouvoir que certaines personnes ont actuellement sur la monnaie. Et là, on voit bien le désir de toute une communauté de se réapproprier ce bien qui finalement devrait être commun, qui est la monnaie. Bitcoin, en tant que projet monétaire, soulève le débat de la monnaie, mais remet aussi en question notre modèle économique et social. La création monétaire par le crédit, l'addiction à la croissance, la consommation effrénée comme jauge du bonheur, voilà tout ce que Bitcoin interroge. C'est pourquoi il est vain d'esquiver le débat en affirmant que les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies, car la question soulevée reste entière. Et la folie de notre ordre monétaire actuel ne disparaîtra pas en appelant les crypto-monnaies des crypto-actifs, mais plutôt en repensant posément la place de la monnaie dans nos sociétés. Et pour cela, la vision institutionnaliste de la monnaie semble avoir beaucoup à apporter. Premièrement, dire que la monnaie est une institution sociale, c'est dire que c'est la première hypothèse institutionnelle qu'il faut poser pour pouvoir se représenter correctement et de façon satisfaisante le marché, un espace marchand, l'économie. Dire aussi que la monnaie est une institution sociale, c'est dire justement qu'elle n'est pas un bien, elle n'est pas une marchandise comme les autres. C'est-à-dire, ça va être de l'ordre de la convention, du consensus, et effectivement de ce qui fait la coordination sociale. Quand je paye à quelqu'un 20 €, ce billet de 20 €, comme le montre très bien Simmel, est une créance au porteur, et c'est la société qui l'a signé, cette créance, c'est personne d'autre. C'est une logique très particulière, c'est pas une logique de signature individuelle, c'est la société, la communauté de paiement qui nous reconnaît le droit de nous faire donner en échange de ce billet pour 20 € de marchandises. Et donc c'est toujours une relation tripartite en fait qui se joue dans la société. Entre les deux personnes interagissant, il y a du social. Ce que beaucoup ne voient pas, ils fétichisent énormément, le fait qu'on puisse établir un contact, qu'on puisse parler une même langue ou non, mais la communication nécessite déjà des référentiels communs. Donc c'est ces référentiels communs qui sont ce que j'appelle la tierce catégorie, ce renvoi profond à la totalité du social dans lequel cette relation s'inscrit. Et cette totalité sociale a défini un certain nombre de règles. Et c'est en cela que la monnaie est porteur de ce politique et ce social. De manière générale, les gens ont énormément de mal à s'abstraire de la représentation dominante de la monnaie. Or, quand une nouvelle forme de monnaie apparaît, c'est pas possible de penser avec la représentation dominante, parce que ça échappe nécessairement à ça. Donc il faut essayer de s'abstraire et de revenir aux fondamentaux
de la monnaie. Qu'est-ce que c'est fondamentalement la monnaie? Donc il faut revenir à une théorie pure de la monnaie qui réfléchit sur la nature de la monnaie. Qu'est-ce que la monnaie? À quoi ça sert fondamentalement dans une économie? Et ensuite, ne pas oublier que cette théorie pure, elle doit être raccrochée à un cadre institutionnel. Mais le cadre institutionnel, il est en permanente évolution. Quand on tire le fil et quand on prend vraiment cet objet au sérieux, et qu'on ne se contente pas de dire non, c'est pas une monnaie, et puis c'est terminé, le débat est clos. Si on prend cet objet au sérieux, c'est-à-dire si on se dit comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça suppose, quelles sont les valeurs, quel est le projet qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça implique, on se rend compte que ce qui est au départ une contestation monétaire devient une réflexion beaucoup plus générale sur la société d'avenir et l'évolution du capitalisme vers une autre forme qu'on ne connaît pas encore, qui est en train de se dessiner probablement. Finalement, on revient sur cette idée fondamentale que la monnaie est une institution sociale, parce qu'on voit bien qu'elle est centrale et que un mal monétaire, un problème avec la monnaie, ça génère des réflexions et une problématique générale sur la société dans son ensemble. Pourquoi? Parce que la monnaie, elle crée un espace marchand et que le marché est toujours contenu dans une société. Donc finalement, quand on s'attaque à la monnaie, on s'attaque à l'organisation sociale, à la façon dont on pense l'économie dans son ensemble, l'orientation, les objectifs et les choix de société également. Avec les crypto-monnaies, l'organisation va être différente. Elle est de fait complètement différente. Donc, une des bonnes questions à se poser, c'est quelles seront les formes d'organisation, quelles seront les nouvelles formes de coordination par ce type de monnaie, quelles seront les nouvelles formes d'échange par ce type de monnaie. Voilà. Donc ça fait partie des questions importantes à se poser. Qu'est-ce que serait un ordre monétaire non fondé sur de la dette ? Puisque voilà, un des arguments de la contestation, c'est que les excès de la dette nous mènent à une impasse, à des crises financières récurrentes, ou alors à de l'inflation, etc. Bon. Donc il faut essayer de sortir de ça. Alors, qu'est-ce que signifierait un ordre monétaire non fondé sur la dette ? Alors, allons plus loin. Qu'est-ce que signifierait une économie qui fonctionne sans crédit ? Alors ça voudrait dire que il faudrait n'investir que ce qu'on a préalablement épargné. Ça supposerait qu'on rompe définitivement avec une idée qui est centrale, un objectif qui est central et qu'on entend systématiquement dans le discours des autorités, des gouvernements, etc., etc., c'est la recherche de la croissance, à tout prix. Voilà. Alors, finalement, ce serait une économie qui ne serait pas préoccupée, obnubilée par cette perspective de croissance. Il faut essayer, à mon avis, de raccrocher à ce qui est en train de se produire sur le net, à savoir des nouveaux modes d'usage des objets. Alors, au lieu d'acheter, on loue. Ou des systèmes de prêt entre personnes. Tiens, moi j'ai une perceuse, mon voisin n'en a pas. Pourquoi il faudrait qu'il aille en acheter? Il est tout près de moi, je peux lui prêter. Voilà, on crée une application pour que les gens puissent se rencontrer et échanger des objets, au lieu de les acheter systématiquement. Voilà. Donc, du coup, ça repose la question d'un développement durable, une redéfinition de la richesse, une redéfinition du bonheur aussi, puisque un monde sans croissance, ce serait quoi? Comment on redéfinit la richesse? Comment on redéfinit le bien-être? Voilà. Et je pense à tous ces nouveaux modes d'usage auxquels il faut penser dès lors qu'on se dit, voilà, le Bitcoin et les cryptos, c'est un univers sans dette et sans crédit. Alors évidemment, c'est contraignant et ça chamboule tout finalement. On est dans un monde où ce caractère multipolaire va éclater et va rendre peut-être nécessaire ou rend possible par l'utilisation de ces protocoles des choses qui n'étaient pas pensables. Et là, encore une fois, je pense qu'au niveau géopolitique ou pour des groupes sociaux particuliers, ces outils monétaires vont être importants. Pour des sous-groupes marginalisés, pour des pays qui peuvent connaître des sanctions financières, etc., etc. On a là un nouveau moyen de se financer, un nouveau moyen aussi de faire des échanges à l'international. Donc encore une fois, je ne serai pas de ceux qui vous diront « Waouh, les crypto-monnaies vont prendre le relais et dans 3 ans, on est tous au Bitcoin ». Non,
Dans 3 ans, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies existeront, et je pense qu'elles auront pris un poids de plus en plus important. Mais les autres monnaies existeront aussi. Et ce qui va m'intéresser, moi, c'est justement comment s'articulera tout cela. Et il est clair, par contre, que certains ont beaucoup à perdre aussi dans cette complémentarité. Ça va pas être un long fleuve tranquille, ça va pas être une évolution simple et suivant, encore une fois, une flèche du temps définie par d'autres. Non, il y aura de la contingence, il y aura éventuellement aussi de la violence, mais on aura ces crypto-monnaies qui feront partie du paysage et qui, de fait, impliquent de nouvelles choses. Les questions que je me pose et auxquelles j'ai pas de réponse, et qui même moi m'interrogent par rapport aux convictions que je pouvais avoir avant en tant que théoricienne de la monnaie, c'est finalement, voilà, qu'est-ce qu'il va advenir de ce système ? Qu'est-ce qui ferait finalement ? Qu'est-ce qui ferait que y aurait une adhésion massive ? Ouais, non, c'est compliqué. Moi, je me pose la question, je me dis qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça décolle vraiment ? Parce que j'ai l'impression quand même que c'est réservé à une minorité de population qui, 1, y comprend quelque chose, 2, s'intéresse à l'économie en général, il n'y en a pas beaucoup, et 3, qui s'intéresse à la monnaie, c'est encore moins évident. Pour des États-nations comme les nôtres, très développés, qui ont toujours eu, en tout cas depuis maintenant un siècle et demi, vu se développer des systèmes monétaires hiérarchisés, plutôt efficaces, où on a accès à des systèmes de paiement numériques, acceptés quasiment partout, développement de la carte bleue, etc. On ne voit peut-être pas exactement ce qui se cache derrière ces protocoles informatiques qui permettent l'échange de valeurs. Mais pour des pays qui n'ont pas cette infrastructure, ou des infrastructures encore très délétères, pour la plupart des gens, c'est-à-dire des pays en développement où le système bancaire n'est là qu'avec des grandes banques internationales qui financent des grandes industries exportatrices, mais qui va laisser de côté en fait toute l'activité réelle des gens. Ces gens-là sont face à un système qui les détruit parce qu'ils n'ont pas accès au financement. Donc accéder à d'autres voies de financement ici, accéder à d'autres systèmes de paiement, leur permettre en 1 minute 30 d'avoir un compte, d'être payé, de pouvoir avoir accès en temps réel à des prix internationaux. Quand on en parle à un Africain, il comprend de suite, il n'a pas de banque. Nous, nos services, ils marchent pas trop mal, donc finalement, on en a peut-être un peu moins besoin. Quand, je sais pas, au Venezuela, ta monnaie, elle fait x100 dans la journée, parce qu'il y a, divisé par 100 plutôt dans la journée, parce qu'il y a une dévaluation de dingue. Bah, tu te rends compte que peut-être qu'il y a un truc qui conserve un peu de valeur et qui est facile et qui est liquide, qu'on peut facilement échanger avec juste Internet, c'est pratique. C'est le côté pratique qui devrait l'emporter, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que les gens... En fait, il faudrait que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies apparaissent comme quelque chose de tellement évident et pratique, plus que la monnaie bancaire, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, en fait. Non, mais ça, c'est la question hyper difficile. Crise sociale, crise politique, crise économique, crise écologique. À l'heure où l'on s'interroge sur le devenir de nos sociétés, sur notre façon de vivre ensemble, de consommer et de nous gouverner, les crypto-monnaies débarquent et viennent questionner notre ordre monétaire. Et ce faisant, pointe une autre crise, transverse à toutes les autres, une crise de confiance. À partir de là, on comprend mieux l'engouement pour les idées de décentralisation, d'horizontalité, de gouvernance par consensus et de confiance en un protocole cryptographique plutôt qu'en des autorités corruptibles. Et puisqu'un protocole est une façon de communiquer, il semble assez judicieux finalement, dans ce monde individualiste où plus personne ne s'écoute, de chercher un salut dans une autre façon de communiquer.